Bienvenue à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là ce soir. Ce soir, c'était un peu un test pour nous aussi, il faut le dire, sur la question de l'énergie. Pourquoi? Alors, c'est Nantes en commun qui vous invite ce soir, donc est un projet en cours de développement, de création, voilà, qui va se lancer très bientôt. Donc, on a commencé à travailler sur différents thèmes. Nous, notre regard un peu, c'est l'idée de se dire qu'on a envie de se réapproprier la ville en tant qu'habitant, on a envie de voir la ville un petit peu se développer différemment, loin des certaines préoccupations qui peuvent être celles de la municipalité actuelle, et en même temps, on apprécie Nantes et on pense que c'est un cadre dans lequel on peut agir de manière hyper pertinente, d'autant qu'il y a beaucoup d'initiatives à Nantes, il y a beaucoup d'alternatives à Nantes qui se créent, donc c'est vachement intéressant d'agir. Une de nos clés de lecture, c'est les communs, et donc c'est une de nos clés de lecture aussi sur l'énergie. Pour le coup, donc les communs, c'est quoi? C'est l'idée qu'on peut gérer nous-mêmes les aspects importants de notre vie quotidienne et les aspects importants de la vie de la société en général. En se tenant à distance à la fois du marché, de la privatisation et de la bureaucratie, ou plus généralement de l'administration publique, c'est-à-dire qu'il y a une autre voie dans laquelle peut-être que le marché et l'administration publique auront une place, mais beaucoup moins importante, et dans laquelle on pourra se dire, on peut s'approprier les questions essentielles, on peut en décider collectivement, de manière, disons, démocratique, ou en tout cas, chacun ait sa part dans la décision et dans l'action. Du coup, dans ce cadre-là, nous, on aimerait lancer en fait une sorte de dynamique d'éducation populaire, de réflexion collective autour des enjeux de la ville, à la fois sur des sujets, sur des thèmes comme l'énergie, comme l'alimentation, comme les transports, et sur des objets plus concrets comme quel avenir pour l'ancienne école des beaux-arts, comment je fais évoluer peut-être ma ligne de bus, est-ce qu'on construit pas un pont ici ou une éolienne en l'occurrence. Voilà, et sur des sujets à la fois sur des thèmes transversaux et sur des sujets concrets, essayer de se réapproprier ces questions, donc d'organiser une multitude de discussions collectives avec les gens, donc sans besoin d'être expert, et de se dire on peut faire les choses par nous-mêmes, et on peut en tout cas y réfléchir ensemble. Donc de ça, on propose une sorte de processus, qui est affiché d'ailleurs au coin là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des premiers groupes en fait, qui se sont constitués autour de thèmes ou d'objets, et qui ont commencé à rédiger en fait, des supports pour discuter ensemble, donc pour organiser des discussions avec tout le monde. Donc ces premiers supports, donc là en fait il y en a un derrière vous sur l'énergie, qui a été rédigé par quelques personnes, avec l'aide de gens qui s'y connaissaient plus ou moins, mais aussi une part de gens qui n'avaient aucune expertise en matière d'énergie. Et qui a été présenté à d'autres personnes qui étaient membres du collectif ou qui étaient volontaires pour en discuter, qui étaient intéressés par discuter de ça. Donc il a été un petit peu amendé. Donc là, si vous voyez les post-it jaunes, c'est les amendements qui ont été faits par ces personnes qui en ont discuté. L'idée à partir de ça, c'est d'en sortir aussi avec des propositions qui sont soit des propositions qui peuvent être mises en place tout de suite, donc des propositions peut-être de projets concrets, je reprends sur l'exemple de l'éolienne, mais peut-être qu'on va construire une éolienne à côté de Talensac, juste à côté, évidemment c'est un exemple caricatural, ou des propositions qui sont plutôt de l'ordre, de peut-être qu'on va demander à la mairie de faire ça, ou peut-être qu'il y a besoin de s'organiser collectivement un peu plus largement pour accomplir ça. Voilà. Donc c'est un peu les deux axes de proposition. Et là, on est dans une phase intermédiaire entre les deux. On a fait un premier support dans lequel il y a des enjeux, il y a des diagnostics, il y a des inspirations et il y a des premières pistes de propositions. Et on a fait appel à des témoins, donc 3 témoins ce soir, pour nous éclairer, en fait, pour que les gens qui sont là puissent poser toutes leurs questions, toutes les questions qu'ils ont envie de poser aux témoins, pour que vous nous fassiez part de vos réactions sur le support, sur ce qui a été produit par le groupe, et aussi éventuellement de vos expériences, peut-être beaucoup aussi de vos inspirations, enfin des exemples inspirants que vous connaissez certainement beaucoup mieux que nous. Du coup, les 3 personnes, je vais les présenter un petit peu dans l'ordre où elles vont s'exprimer. Donc il y a Claire,
Claire Legrand. Ah, ça commence par Charles. Ah, oui, pardon. On a tous les surprises. Pardon, excusez-moi. Charles Esmangeau, qui fait partie de l'association Virage Énergie Climat Pays de la Loire. Je vous laisserai à chaque fois compléter si vous avez envie d'en faire un petit tour. Mais une association qui a été créée en 2009, Virage Énergie Climat Pays de la Loire. Qui réfléchit en fait aux questions d'énergie et de climat, comme son nom l'indique, sur la gestion énergie-climat, qui à partir de 2010 s'est lancé dans l'écriture d'un scénario intéressant justement sur comment sortir en fait du tout pétrole, comment entamer une transition énergétique, comment penser la question climatique avec l'énergie, avec pas mal de propositions et réfléchissent notamment à la question de l'usage qui est intéressant. Et l'idée c'est que ce scénario, là, je cite Virage Énergie Climat, mais que ce scénario soit un support à la fois pour mettre en cohérence un peu les initiatives alternatives qui sont faites localement et pour aussi ouvrir le débat au plus grand nombre sur la question de l'énergie, du climat. Donc en deuxième, donc là je me trompe pas, mais c'est Claire Legrand en fait parce qu'on a essayé de faire une échelle un petit peu du local vers le global. Et Claire agit à de multiples niveaux, d'où ma confusion. Voilà, puisque tu es le fois nantais, tu étais investi dans... Énergie citoyenne en Pays de Vilaine, énergie citoyenne en Pays de la Loire et énergie partagée. Les trois, énergie citoyenne en Pays de Vilaine, c'est l'association militante de base qui a fait le premier parc éolien citoyen vers Redon. Énergie citoyenne en Pays de la Loire, c'est le réseau qu'ils ont créé en régional, parce que ça a donné envie à plein de gens. Et après, on a quand même créé un réseau national qui s'appelle Énergie Partagée pour justement ouvrir à tout le monde en France. J'en parlerai plus, mais bon, c'est toutes les énergies citoyennes. Voilà, les énergies citoyennes. Et on reste dans... Avec les citoyens, et du coup, c'est quoi ? Avec les citoyens. Avec les citoyens. Et on reste dans le même thème avec Stanislas d'Herbemont. Stanislas d'Herbemont, vous êtes chef de projet pour l'association. Tu le bouffes pas ? Pas de soucis, c'est pas comme si on se connaissait. Évidemment, vous êtes chef de projet pour l'association rescop.eu. Alors, c'est pas le point EU, merci beaucoup, c'est très important. C'est aussi notre site internet si vous cherchez. Voilà. On respecte la parole. La fédération. Non, mais là, c'est moi qui le cherche. La fédération. Enfin, quelqu'un de net. Donc, qui est la fédération, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, tout le monde connaît, la Fédération européenne des groupes et des coopératives énergétiques. Donc, là-dedans, tu t'occupes notamment des. Énergie renouvelable. Voilà, et sur les énergies renouvelables, donc l'idée c'est vraiment coopérative énergétique, reprise en main, donc voilà. Et sur les énergies renouvelables, donc on est sur quelque chose de high level quoi. Responsable. Et en anglais en plus. Et high level. Et en anglais, puisque tu travailles donc loin de chez nous, mais chez nos voisins belges. Voilà. Le combat se renforce. Le combat se renforce. Et tu parles donc couramment flamand, donc on t'a demandé aussi de parler flamand ce soir. Responsable. Et donc tu t'occupes notamment des problématiques d'efficacité énergétique, de solidarité énergétique et, ça fait le lien avec Claire aussi, le développement des communautés citoyennes autour de l'énergie. Oui, tu as affiché des règles, donc je propose un petit peu quelques règles ce soir pour que ça se déroule bien. L'idée c'est que chacun puisse s'exprimer, on a des moments différents, certains moments on aura la parole au témoin, d'autres moments les enquêteurs, disons, auront la parole, les enquêtrices. On essaie du coup de parler à tout le monde, de s'exprimer à tout le monde, et en particulier sur les enjeux techniques, d'essayer de rendre les choses accessibles. Il y a des ingénieurs spécialistes dans la salle, il y a des gens qui connaissent moins le sujet. Voilà, on peut tout dire, on essaie d'être respectueux des uns des autres et de passer un bon moment ensemble. Sur le déroulé, ce qu'on vous propose, c'est d'abord une petite présentation en fait, du travail qui a été fait. Voilà, c'est court. Et puis par la suite, de demander à nos témoins de réagir chacun à leur tour, donc dans l'ordre que je les ai cités. À la fois sur ce qu'ils ont entendu, peut-être sur ce que ça leur inspire, qu'ils nourrissent un peu ce travail-là. Et puis on vous proposera en fait de participer à une tempête de questions. Vous pourrez poser en fait toutes les questions dont vous avez envie et qu'on puisse ensuite échanger très librement ensemble. Puis ça vous va. On va lancer les choses. Donc je laisse Margot présenter l'affiche puisqu'elle était dans le groupe qui l'a réalisée. Ouh là 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 là. C'est chanceux ça.
Il y a des bières qui vont ici. Alors, je vous présente rapidement le support qu'on a appelé énergie en commun. Alors d'abord, petite introduction, parce que l'énergie, c'est une thématique qui est principalement nationale. Voilà, elle est appréhendée en tout cas au niveau national et étatique. C'est beaucoup le cas en France, notamment du fait de la construction du système énergétique, de production de l'énergie, et du fait que le nucléaire soit hyper important dans notre pays. Voilà, et souvent elle est abordée d'un point de vue très très technique et finalement assez peu politique, ce qui fait qu'il y a finalement assez peu de débats, on trouve en tout cas, assez peu de débats sur les thématiques énergétiques. Et donc ça nous semblait important d'essayer aussi de se les réapproprier et d'apporter un point de vue politique sans évacuer complètement la question technique qui est importante, mais que ce soit bien la technique au service du politique. Et après, donc, malgré le fait que ce soit une thématique beaucoup nationale, au niveau étatique, il y a quand même un enjeu, on trouve, à se la réapproprier localement et en discuter localement, malgré le fait que ça puisse paraître paradoxal. En arrière-plan, de l'arrière-plan un peu, le point de vue qu'on prend, le prisme qu'on prend, c'est clairement celui d'une transition écologiste, et du coup écologique et écologiste, et du coup une transition énergétique, notre objectif, mais énergique aussi, voilà, une transition énergétique. Et notre objectif plus global, c'est de construire une société qui soit plus écologiste et plus solidaire. Voilà, donc ça c'est un peu l'orientation, donc évidemment ça induit pas mal de choses derrière. Voilà, et plus généralement, donc on réfléchit à d'autres thématiques qui sont liées à l'énergie, comme le transport, l'alimentation, voilà, et d'autres. Et en fait, on se dit, c'est intéressant d'essayer de tendre vers un écosystème local, non pas quelque chose d'autarcique, mais le fait d'avoir aussi des ressources suffisantes sur ce qu'on a localement et d'avoir cette réflexion sur voilà, c'est quoi nos besoins, quelles sont les ressources qu'on peut avoir et du coup qu'est-ce qu'il faut qu'on produise, parce qu'il semble que souvent on ne se rend pas compte vraiment des enjeux locaux, voilà, et de ces jeux d'échecs entre le national et le local. Donc, en ce qui concerne l'énergie, on se dit, voilà, il y a plusieurs enjeux, notamment un premier enjeu de résilience, c'est ce que je disais, le fait de tendre vers un écosystème local, mais sinon de sobriété, de consommer moins d'énergie qu'on en consomme aujourd'hui. Voilà, pour aussi dans un souci de préserver l'équité, parce que plus on consomme d'énergie, en fait, on s'aperçoit qu'il y a aussi énormément d'inégalités dans la consommation d'énergie. Après, il y a un enjeu de décentralisation pour nous la réapproprier, parce qu'aujourd'hui, il y a derrière une hypercentralisation de l'énergie concentrée autour des énergies fossiles. Il y a une sensation aussi d'être impuissant face à la multitude d'aspects que recouvre cette thématique. Voilà, et puis l'équité, on est quand même dans un contexte où il y a les gilets jaunes, mobilisation qui est partie de la hausse des prix du carburant, entre autres en tout cas, et du coup il y a un souci de comment faire en sorte que l'énergie soit accessible à tous, mais en même temps en prenant en considération les questions écologiques. Voilà, un peu le challenge, n'est-ce pas? Sur le diagnostic, donc si on prend la France globalement, on a l'impression que la gestion de l'énergie est hyper centralisée avec un certain nombre de dérives, notamment géopolitiques, le fait les pays qui produisent du pétrole, etc. Il y a aussi un enjeu dans notre pays par rapport au nucléaire et le manque total de transparence qui existe sur cette question. Voilà, et puis du coup une énergie qui est artificiellement peu chère.
parce qu'on ne mesure pas en fait tous les coûts écologiques qu'il peut y avoir derrière. Si on regarde Nantes, alors la ville de Nantes n'a pas vraiment de compétences en termes d'énergie. Les compétences en termes d'énergie reviennent plutôt à la métropole, qui ayant un statut particulier a des compétences particulières en la matière. Et de façon évidente, en fait, Nantes est plutôt un pôle de consommation qu'un pôle de production. Alors là, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nantes Métropole a sorti un plan climat-air-énergie territorial qui était obligatoire en fait pour les collectivités territoriales. Et dans le cadre de la sortie de ce plan-là, elle a fait un grand débat sur la transition. Que normalement vous n'avez pas pu y échapper parce qu'il y a eu un énorme budget de communication et donc je sais pas comment on dit, des pancartes roses partout dans la ville. Voilà, et dans ce plan climat, air, énergie territoriale, c'est un peu long comme nom, et bien il y avait toutes les propositions qui ont émergé de la concertation qui étaient retrouvées. Voilà, je vais passer vite sur nos inspirations, il y en a pas mal. Alors, il se trouve que personnellement on connaît Stan aussi dans le cadre de Tournesol Microgrids. Du coup, parmi nos pistes d'inspiration, il y a Chenin notamment qui a créé une coopérative énergétique citoyenne et en essayant de tendre vers un micro-réseau. Après, il y a les scénarios négawatts et puis Virage Énergie Climat pour le Pays de la Loire. C'est pour ça que Charles Esmangeux est ici ce soir. Sinon, on peut aussi citer, excusez-moi, je vous cache un peu, l'entreprise locale de distribution de Grenoble. Il y a en fait certaines villes qui, il y a plusieurs dizaines d'années, avaient pu, parce que la loi leur permettait, racheter le réseau électrique et donc le gérer localement. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui produit autant d'énergie en énergie renouvelable que n'en consomme la ville de Grenoble. Voilà, il y a Fribourg en Allemagne aussi, le fait de produire de la chaleur à partir du compost. Et puis après, il y avait toute une réflexion sur réutiliser l'énergie humaine. Là où aujourd'hui on utilise de l'énergie et en fait l'énergie est plus efficace que l'énergie humaine. Donc d'où l'exemple d'une production d'énergie dans une boîte de nuit en dansant. C'est les vibrations sur le sol qui produisent de l'énergie, donc apparemment c'est à Rotterdam. Voilà. Dans nos propositions, donc il y a évidemment le fait de réduire la consommation d'énergie. Donc là, il y a toute une réflexion sur pourquoi est-ce qu'on en consomme. Il y a notamment tous les transports, le fait que l'alimentation, les produits viennent de loin, donc il y a une réflexion sur l'alimentation, qui par ailleurs fait l'objet d'une autre fiche et d'autres débats, mais de toute façon on ne peut pas ne pas l'aborder ici. La construction, sur l'isolation des bâtiments, qui est le gros sujet en termes d'efficacité énergétique, mais il y a aussi le fait de réemployer des matériaux, parce que dans les déchets que produisent la ville, en fait, il y a beaucoup des déchets qui viennent de la construction, et donc de la terre, en fait, énormément, et on pourrait... il y a des chercheurs qui travaillent sur le fait qu'on puisse utiliser notamment la terre dans le bâtiment pour des parties de bâtiments, voire pour des bâtiments entiers, enfin, peut-être pas des immeubles de 40 étages, mais voilà. Mais c'est possible en tout cas. Par rapport à la consommation des particuliers, réemployer tout un tas d'objets, notamment l'électroménager, qu'il y ait plus d'endroits où on puisse réparer les choses, reconditionner les choses, etc. Voilà, une mutualisation aussi, puisqu'on a besoin d'avoir tous une machine à laver chez soi, une table à repasser, je sais pas quoi, de mutualiser peut-être dans des immeubles, dans des micro-quartiers. Voilà, après là, c'est notre idée trop cool. Un internet municipal plutôt que tous avoir une connexion internet, mais bon, on parlera de l'internet plus tard. Sinon, voilà, l'idée de tendre vers des micro-réseaux énergétiques communautaires. Donc oh là là, vous êtes filmé, tout le monde saura que vous étiez en retard.
Voilà, l'idée de tendre vers des micro-réseaux énergétiques communautaires où c'est les gens qui décident aussi des sources de production de l'énergie, de comment est-ce qu'on consomme l'énergie, enfin des usages, etc. Voilà, les coopératives énergétiques citoyennes, je pense qu'on va pas mal en parler ce soir, et puis essayer de renforcer la production d'énergie renouvelable. Voilà. Dans tout ça, vous aurez bien au moins un truc à dire. Je vous laisse avec ça. Et merci encore d'être là. On est vraiment ravis de vous accueillir, tous les trois. Et Charles, tu n'es pas obligé de faire un commentaire détaillé de cette fiche. Tu peux dire aussi ce que tu avais sur le fond du cœur, est-ce que tu avais envie de me dire ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas comment commencer. Oui, Virage Énergie Climat, on s'est créé il y a 9 ans, en se disant, on sortait du Grenelle de l'environnement en 2007, on était en 2009, il y avait eu la conférence de Copenhague qui avait été un fiasco, on savait qu'il y avait un scénario mégawatt national qui proposait une sorte de transition énergétique, et on s'est dit, est-ce que dans la région, on est capable de dire quelles sont les grandes actions à mener pour être moins dépendant de l'énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors après ça, on a trouvé des sources statistiques au niveau de la région, quelques tableaux Excel, un travail de bénévoles, et on a pris, donc je vais donner quelques exemples d'économies d'énergie, parce que les économies d'énergie sont pour nous le premier levier de la transition. On prend l'exemple des logements dans la région. Si on fait une bonne rénovation, c'est-à-dire isolation importante, gestion de la ventilation, des ponts thermiques et tout ça, sur un logement classique, on divise par 4 ou par 6 le besoin de chauffage. Donc l'économie à la maison, ça n'est pas d'éteindre la lumière, ça n'est pas de débrancher le chargeur du portable, c'est d'isoler, d'isoler, d'isoler. Et une fois qu'on a isolé, on diminue la température de 22 à 20 ou de 20 à 18, on achète une bonne polaire pour toute la famille, et là on a embrayé la transition énergétique sur le fond. L'autre levier de la transition énergétique, c'est sur le transport. Si effectivement on roule moins vite, et si on fait de la conduite économe, et si on se rapproche nos activités, que ce soit le logement, les activités des enfants, la sortie pour aller le week-end et le travail et tout ça, si on fait toutes ces économies d'énergie avec en plus du covoiturage et des transports en commun, on fait plus de 60% d'économies d'énergie sur les transports. Après, si on raisonne au niveau des camions, les camions des marchandises, on peut parler au niveau alimentation, mais si je raisonne sur un frigo, si le frigo que j'utilise, au lieu de le changer tous les 7 ans, je ne le change que tous les 14 ans, je transporte 2 fois moins de frigo. Si mon frigo ou ma machine à laver ou n'importe quoi, au lieu d'être fait à 1000 km, est fait à 500 km, je divise par 2 la distance de mon moyen de transport. Donc, en prenant chacune des activités globales ou de la vie quotidienne, on se rend compte qu'il y a un gros levier d'économie d'énergie. Grosso modo, sur la région, on est aux environs de 55% d'économie d'énergie possible. Une fois qu'on a fait ces économies d'énergie, alors, parallèlement, on développe les énergies renouvelables. On en parlera avec Claire et avec Stanislas sur les énergies au niveau citoyen ou à d'autres niveaux. Mais l'essentiel pour nous, c'est de raisonner sur les économies d'énergie. Je voudrais donner quelques exemples, parce qu'en travaillant sur ces questions-là, au niveau des chiffres, des unités et tout, sans être du tout un expert, je suis simplement un citoyen, on s'est intéressé au truc. Voilà. Qui fait du vélo dans la salle? Bon. Quand vous faites du vélo pendant environ 1 heure de vélo pour un citoyen moyen, vous développez environ 120 Wh. Quand on prend 1 litre de pétrole, imaginons que j'ai du pétrole là-dedans, j'ai 12 kWh. C'est-à-dire j'ai 100 fois, dans 1 litre de pétrole, 100 fois ce qu'un individu fait pendant 1 heure de vélo. Alors vous êtes des cyclistes, mais quand on prend le citoyen nantais moyen, il fait un quart d'heure de vélo, peut-être 20 minutes, et après il dit qu'il est fatigué. Donc dans le pétrole, on a 100 fois 1 heure de pédalage. Et quand on a une voiture dans laquelle on fait le plein de 40 litres,
alors ça fait 40 fois plus. Alors, la transition énergétique, c'est pas le fait que tout le monde va se remettre au vélo, mais c'est pour situer l'ordre de grandeur de l'addition que l'on a eue au pétrole. Addiction, quoi. Remarque, dans l'énergie, il faut considérer toutes les énergies, pas uniquement l'énergie électrique. L'énergie électrique, c'est un quart de nos consommations énergétiques globales. Après, on a une grosse partie pour le pétrole, un petit peu pour le gaz, et un petit peu pour le renouvelable en France, avec effectivement les barrages et des choses comme ça. Mais le gros en France, c'est le pétrole et le gaz. Je reviens sur notre scénario. Donc, on a fait notre scénario, on a chiffré les économies d'énergie, on a chiffré le développement des énergies renouvelables. Alors, c'est le photovoltaïque. Sur les toitures, là où il y a effectivement une toiture orientée sud, on peut mettre du photovoltaïque qui produit de l'électricité, ou bien du solaire thermique qui produit de la chaleur. On a aussi, dans une région ici où on a un régime de vent océanique, un potentiel éolien soit en terre, soit en mer, qui est assez intéressant. On a un petit peu de biomasse à travers l'agriculture, la gestion des effluents d'élevage, et puis un petit peu les... Et si on fait le calcul de ce potentiel de production d'énergie, une fois qu'on a réduit nos consommations, on se dit, ok, on peut y aller. Sous-entendu, à échéance de 25, 30 ans, on se débranche des anciennes énergies et on aura une région qui produira globalement autant que sa consommation. Ça ne veut pas dire qu'on va couper les frontières aux alentours, mais ça veut dire que quand il y aura du vent chez nous, eh ben, on produira chez nous et un peu plus. Quand il y a du vent dans le couloir rhodanien et que nous, on n'a pas de vent chez nous, par l'intermédiaire des réseaux électriques, il y aura une mutualisation des différentes régions et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est effectivement de faire des économies d'énergie, étudier le potentiel d'énergie renouvelable et grosso modo de se dire qu'on peut y aller. C'est la notion de scénario de transition énergétique. Alors on a fait ça, c'était il y a maintenant 6-7 ans. C'était l'époque où il y avait un débat régional sur la transition énergétique. On a participé à des réunions un peu avec les officiels, que ce soit les élus, que ce soit des gens de l'ADEME, que ce soit des gens d'EDF. Et on a fait passer un petit peu l'idée d'un scénario régional de transition énergétique. Alors, le scénario officiel de la région n'est pas du tout aussi ambitieux que le nôtre, mais au moins, le fait qu'on existe nous permet, dans certains groupes de travail, d'essayer de dire quelque chose et d'essayer de pousser un petit peu plus loin certaines décisions. Donc ça, c'est au niveau de la région des Pays de la Loire. Sur Nantes Métropole, dans le cadre du grand débat de Nantes Métropole et ou dans le cadre de ce qu'on appelle un plan climat, air, énergie, territoire, on essaye aussi de faire des propositions en poussant un peu, en disant il faut isoler plus de logements, il faut aller plus fort dans les transports en commun, de manière à ce que les efforts mis en place par Nantes Métropole soient plus forts, plus dynamisants sur les actions qu'ils veulent mettre en place, quoi. J'avais donné un ordre de grandeur, un autre ordre de grandeur. Qui roule en 4x4 ici? Fred, c'est pas vrai, t'en as pas. Qui, des fois, prend l'avion pour partir en vacances? Alors, quand vous prenez, je prends une personne qui fait un aller-retour Paris-New York, un aller-retour Paris-New York pour une personne, c'est 1 an de gros 4x4, en usage moyen, en termes de gaz à effet de serre. Je prends en considération la totalité de l'avion, avec ces 200 personnes, je divise la charge en gaz à effet de serre de l'avion par les 200 passagers, et un vol aller-retour Paris-New York, c'est à peu près l'équivalent d'un gros 4x4, environ 3 tonnes de gaz à effet de serre, quoi. Donc c'est des choses qu'on ne voit pas, parce qu'effectivement, quand on prend son billet d'avion, on est content de partir voir des amis, un machin, un trekking, une région et tout. On a une petite ligne, si vous voulez compenser votre machin carbone, vous allez payer 3 roupies de CO2 et tout. Mais derrière l'usage de l'avion qui est en train de se développer, c'est aussi les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je ne reviens pas sur la COP24, en fait. Donc, voilà. Un troisième exemple qui revient sur l'énergie, c'est le débat énergétique actuellement sur Nantes, la région, le département, la région, c'est un peu la centrale de Cordemais, qui fonctionnait au fioul, les tranches à fioul ont été fermées, il reste du charbon. EDF nous dit, ah, on va mettre de la biomasse pour remplacer le charbon et tout ça. Un ordre de grandeur actuellement, c'est, ce qu'il faut savoir, c'est que l'usine de Cordemais est une usine ancienne génération qui, à partir de l'énergie
primaire qu'on met au début de la centrale va produire de l'énergie électrique. Mais on chauffe l'eau dans une grosse bouilloire, la vapeur d'eau, l'alternateur, l'énergie électrique. Mais on ne récupère à nos prises de courant qu'un tiers seulement de l'énergie qu'il y avait au total. Donc Cordemais produit de l'énergie électrique et produit aussi du gaspillage d'énergie. C'est dans sa constitution. Les grosses centrales en France, c'est comme ça. Je fais le calcul de la production électrique de Cordemais, je multiplie par 2, j'ai le volume de ce qui est perdu en chaleur par Cordemais. Je le rapproche de la totalité des logements du département. C'est presque pareil. Donc, alors il n'est pas question de mettre des tuyaux partout, il est question de prendre conscience de la centralité de notre gestion hypercentralisée de l'énergie et des pertes qu'il y a derrière. On perd avec Cordemais actuellement toute l'énergie qu'il faut pour chauffer nos logements, avant même qu'ils aient été isolés. Bon, je vais finir là-dessus. Donc, Virage Énergie-Climat, on s'est donné des compétences sur ces questions d'énergie, de climat, on est en relation un peu avec les officiels et tout, et on fait notre travail associatif de propositions, de choses comme ça. On a aussi un travail en direction d'associations, on fait des formations ou des soirées sur le thème énergie, transition énergétique, on en a fait avec Alternatiba, avec France Nature Environnement, avec d'autres. On présente un diaporama, on a une expo, donc c'est notre travail un petit peu de donner une culture populaire sur ces thèmes-là aux individus, aux particuliers, aux réseaux militants, et voilà. Je ne sais pas si j'ai... Est-ce que je peux te poser une question sur ton appréciation du projet de Nantes Métropole Alors, sur l'énergie? Suite au grand débat de Nantes Métropole, ils ont repris effectivement les éléments du grand débat pour les mettre dans le plan climat, air, énergie, territoire. Alors il y a une instance, alors la 33e proposition du grand débat c'était qu'il y ait une instance ouverte qui suive l'application des 32 mesures. Donc il y a ce qu'on appelle la conférence ouverte transition énergétique, où on retrouve des associations comme nous, comme je ne sais plus lesquelles, et puis quelques institutions, où on est chargé effectivement de se dire comment vont être déroulées et mises en œuvre toutes les propositions. Alors il y a des propositions intéressantes effectivement au niveau logement, au niveau transport, au niveau réduction du gaspillage. On commence notre travail de quels seraient les indicateurs qu'il nous faut pour suivre ces évolutions. J'ai l'impression que les propositions sont intéressantes. Maintenant, sont-elles suffisantes par rapport aux alertes des scientifiques du GIEC il y a 2 mois qui ont dit il est urgent d'agir très profondément. Là, on n'a pas encore tous les calculs pour se dire est-ce que Nantes est dans le top 10 des communes qui font bien ou est-ce que c'est simplement une commune qui fait comme la moyenne, quoi. Là, voilà. Grosso modo, il y a des choses. Maintenant, on n'a pas eu le temps de creuser là-dedans, quoi. Alors, j'espère avoir... j'ai été un peu global. T'as encore le temps, si tu veux. Un peu aussi. Coat, Claire, tu en parleras au sens projet global. Oui, alors, Virage, on n'est pas seulement une association technique, on est en plein dans la recherche sur comment la transition énergétique et écologique peut-elle aussi être une transition sociale. C'est tout le débat des Gilets jaunes. Partager la richesse, partager le travail, travailler moins, ce sont des choses sur lesquelles, enfin, qu'on a dans nos tablettes, même si ce n'est pas notre volet principal. Mais il est évident que si on veut mettre en place une transition énergétique, il faut d'abord commencer par partager la richesse pour que l'effort, notamment par les taxes ou les impôts, soit mieux réparti et soit compris par l'ensemble des personnes, quoi. Sinon, c'est pas la peine. Un point aussi sur lequel on commence à réfléchir, c'est la traduction en termes d'emploi. Si effectivement on dit que Cordemais, passer à la biomasse n'est pas une bonne solution, qu'est-ce qu'on fait des 1000 emplois locaux qu'il y a autour de Cordemais? Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un effort de financement de la transition énergétique pour se dire, ben, il y a des gens qui ont telle qualification, comment leur proposer un autre boulot? Où va-t-on trouver le budget de formation? Quelles sont les entreprises qui peuvent accueillir ces personnes? Quels sont les autres emplois à créer? Et la transition énergétique, par les économies d'énergie dans l'habitat, va créer des emplois locaux.
On va peut-être moins construire de voitures, mais plutôt des bus ou des tramways. Donc il y a tout un effort de reconversion industrielle à mettre en place. Et aussi au niveau de l'agriculture, passer d'une agriculture conventionnelle classique à une agriculture paysanne de proximité, où là aussi on recrée des emplois en milieu rural en améliorant la nourriture, la biodiversité et l'environnement. Les choses sont un peu imbriquées, mais l'énergie est une porte d'entrée où on se rend compte qu'on balaye toutes les questions de la société et du genre de vie, quoi. Merci beaucoup Charles d'avoir plombé l'ambiance, c'est super. Non, mais au contraire, j'ai commencé par dire qu'on a un scénario qui dit qu'on peut changer. Oui. Je finis en disant, quand on dit bien effectivement, on peut changer techniquement, la question c'est, veut-on changer? Sur quel consensus culturel, sur quelle force politique va-t-on s'appuyer pour mettre ça en route? C'est la question. Les Gilets jaunes avaient raison de dire que les taxes sur la taxe carbone étaient mal réparties, mais il aurait fallu garder la taxe carbone et mettre autre chose pour permettre à ces gens-là d'être accompagnés. Donc la question, c'est effectivement quelle est la force politique que l'on peut avoir, soit nous, soit au niveau de l'Europe, pour mettre ça en place, quoi. Non mais je rigole, c'était ma transition. La transition sur la transition, voilà. Et la transition aussi. Voilà. C'est ça. Non mais c'est parfait, parce que du coup, on bosse ensemble avec Charles sur plein de sujets, d'où nous on met en pratique, une des solutions, du coup c'est la production d'énergie renouvelable, hein, mais c'est, comme l'a dit Charles, une petite partie de ce qu'il faudrait faire pour vraiment avoir une transition énergétique globale du territoire. Mais en tout cas, nous, on croit en l'énergie renouvelable citoyenne, que justement se réapproprier l'énergie, comme on l'a dit, c'est marqué là aussi, sentiment d'impuissance vis-à-vis de cette question. L'énergie, tu l'as bien dit Margot, c'est pas quelque chose dont on parle en fait en France, elle a toujours été un monopole et du coup on a vraiment du mal à intéresser les gens là-dessus en France. Alors, moi je suis très surprise par tout ce qui est déjà sorti. Je pense pas que ce soit des citoyens lambda non initiés qui ont sorti tout ça, parce qu'il y a déjà quand même beaucoup de choses sur. Ouais, bon, en tout cas, bravo. Parce que, les autres, ceux qui ont contribué, effectivement, il y en a qui s'y ah ouais, non, c'est chouette de voir que vous partez pas de zéro. Moi, comme on est sur le mouvement des communs et qu'en plus on est dans un bar à jeu collaboratif, je me suis dit que j'allais commencer par un petit jeu collaboratif pour voir si tout le monde ici a bien intégré. Ouais, donc de toute façon, t'embête pas prêt parce que je vais vous faire vous relever. Donc on a un petit sur la définition de l'énergie citoyenne, on a juste abordé là le point, on produit donc de l'énergie renouvelable. On réfléchit à la transition énergétique du territoire, pas seulement à produire plus, consommer plus, mais bien aussi économiser. L'autre point important, c'est donc l'ancrage local. Mais ça c'est assez dit dans le titre. Le fait qu'on s'appelle énergie citoyenne, c'est bien qu'on veut que ce soit les citoyens du territoire. Alors citoyens, habitants et collectivités ensemble, idéalement, ça peut être l'un ou l'autre. Et le plus grand nombre de citoyens impliqués, c'est mieux. C'est pas un critère, on n'a pas un critère chiffré de combien il faut de citoyens pour que ça rentre la définition citoyen. Ce qui est marqué, c'est ouvert au plus grand nombre pour partager ce bien commun du territoire. Il y a un autre critère qui s'appelle non spéculatif. Je n'ai pas toujours bien compris. Les projets d'énergie renouvelable sont rentables. On ne dit pas que les citoyens ne puissent pas avoir un retour sur investissement quand ils investissent dans un projet et qu'on fait un projet d'énergie renouvelable. Par contre, on interdit la spéculation. On ne peut pas revendre son action plus cher. Si on a investi un peu dans un projet, on ne va pas sortir du projet, le revendre plus cher, tout ça. Donc ça, c'est le quatrième critère qui est un peu plus compliqué, qui est le non spéculatif. Du coup, sur le témoignage, on en a plein. Bon, moi, je suis animatrice d'un réseau au Pays de la Loire, toute la région. En fait, l'association de départ est basée à Redon, c'est eux qui ont fait le premier parc éolien citoyen en France. C'était vraiment en 2003, plutôt des militants écolos qui étaient anti-nucléaires, anti-Plogoff, qui manifestaient contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui manifestaient contre plein de choses, et qui à un moment se sont dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour quelque chose. Et à une des personnes qui voulait faire une éolienne dans son jardin, à la base, il s'est dit en regardant un peu, en fait c'est pas cohérent, je vais dépenser plus d'énergie à créer mon éolienne que finalement ce que ça va me rapporter sur 20 ans. Enfin, voilà. Il s'est rassemblé avec ses amis de son quartier, avec les amis d'amis, amis d'amis. Au final, c'était 1000 personnes
Enfin, il a beaucoup d'amis des Rodons, c'est très convivial, il y a plein de bars. Et en fait, ils ont réussi à monter un parc éolien de 4 éoliennes de 2 MW, donc c'est vraiment des grandes, celles que vous voyez dans les champs. Ça suffit à la consommation de... Ça dépend si on compte le chauffage ou pas, mais bon, entre 6 000 et 10 000 habitants, donc ça suffit largement à tout leur village, même les villages autour. Et donc ça, c'est l'association qui porte le réseau. Ça donnait envie à plein d'autres gens de faire la même chose. Et donc moi c'est ça mon rôle, et c'est pour ça qu'il y a un réseau régional qui s'est créé pour en faire d'autres. Moi, je donne les clés de départ, je donne envie, parce que les gens savent même pas que c'est possible de faire ça. On pense que non, en tant que citoyen, on ne va pas produire nous-mêmes, on laisse faire les gros industriels, alors qu'en fait, ça rapporte de l'argent, et en plus, il y a quand même des contraintes associées au fait d'avoir des éoliennes ou des panneaux solaires, qui peuvent être diminuées si c'est nous qui avons la main, si on trouve que ça fait trop de bruit, si on pense qu'il faut l'éloigner plus. Donc, je disais une éolienne à Talensac, une des règles, c'est 500 mètres des habitations. Dans tous les cas, on ne peut pas en mettre une en plein dans la ville de Nantes. Mais par exemple, les citoyens qui se sont emparés de ce sujet-là, ils ont dit sinon on voudrait que ce soit à 800 mètres. Quoi. Donc ils ont mis des règles un peu plus contraignantes que l'aurait fait un développeur privé qui n'est pas du territoire et qui vient juste pour faire de l'argent. Et surtout, les développeurs privés, en général, ils développent le projet. Et une fois que c'est construit, ils vont revendre à un fonds d'investissement chinois, américain. Enfin, ça reste plus du tout, on n'a plus du tout le contrôle sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment le but des citoyens. Sur les parcs éoliens aujourd'hui citoyens, on a 2 en Pays de Redon, un qui tourne depuis 4 ans. Du coup, les 1000 personnes, elles ne sont pas investies en direct dans le parc. On est passé, ce que je racontais tout à l'heure, par des clubs d'investisseurs, ou des cigales, si ça vous parle. En fait, les personnes, au lieu d'investir directement dans le parc, elles se regroupent en petits comités de 20 personnes, elles font un compte bancaire en commun et elles décident dans quel projet elles vont investir sur le territoire. Et en moyenne, on a 50 clubs de 20 personnes, c'est ça qui fait les 1000. Chacun met à peu près 2 000 € pour vous donner une tranche. Alors les actions étaient ouvertes de 20 € jusqu'à 10 000 € pour justement ouvrir au plus grand nombre. Et chaque année, ils se réunissent en assemblée générale et ils décident, voilà, alors on a fait 200 000 € de bénéfices cette année sur le parc éolien, comment est-ce qu'on le redistribue un peu à chacun, ou est-ce qu'on emploie des animateurs, est-ce qu'on l'utilise pour mettre des nouveautés technologiques sur le parc. Là, ils viennent de mettre des peignes, ils appellent ça, sur les éoliennes pour que ça fasse moins de bruit et que ça produise plus, donc ils réinvestissent l'argent. Est-ce qu'on aide un projet à côté de chez nous qui est en train de se lancer, il n'y a plus d'argent au début, voilà. Le principe, c'est on a la main, on est local. Sur Nantes, pour vous donner un exemple concret, je vais appeler à la barre Aurélien Marguerite, si déjà tu es là, autant que tu parles de ton projet. Donc moi je suis là pour accompagner, en fait il y a 40 projets en Pays de la Loire, et on a 2 citoyens à Nantes, un sur le photovoltaïque, c'est un peu d'ici qui est parti cowatt, mais qui a une dimension en Pays de la Loire. Il y a un projet éolien qui est justement sorti du grand débat de Nantes Métropole, une association qui s'appelle Nantéole et qui existe depuis 1 an. Ouais, nous avons le président parmi nous, donc Aurélien, je te laisse peut-être juste raconter vite fait. C'est déjà t'es là. Désolé d'être en retard. Donc tu disais Claire, on ne peut pas mettre d'éoliennes à Talensac, effectivement c'est trop loin trop près des habitations. Oui, on est filmé. C'est trop près des habitations. Et par contre, il y a d'autres endroits où on pourrait mettre des éoliennes à Nantes. Il y a Prairie Nour en fait, entre Malakoff et le périphérique, il y a un espace un peu en déshérence, plus ou moins, mais près de la déchetterie, tout ça, où les contraintes réglementaires sont respectées en fait par rapport à ça. Donc dans le cadre du grand débat, avec quelques amis, on s'est dit que moi je connaissais l'éolien citoyen pour avoir investi dans d'autres parcs, notamment le parc Isaac Watt, là, du côté du Pays de Redon. Donc je connaissais ça et ça faisait un moment que ça me titillait l'idée de faire ça plus sur le territoire où j'habite, quoi. Donc j'en ai parlé à des copains, et puis de fil en aiguille des copines, et de fil en aiguille on a monté une proposition dans le grand débat qui s'est transformée en association, et puis on est un collectif aujourd'hui d'une trentaine d'adhérents qui se réunissent tous les mois pour faire avancer ce dossier-là. On se saisit un peu de toutes les étapes techniques qu'il faut faire sur les premières études de préfaisabilité pour évaluer si c'est faisable ou pas de se mettre là, quoi. Voilà. Donc voilà, on avance, hein, on en est à un point qui permet de dire que c'est pas simple, mais que ça reste quand même peut-être possible. Donc du coup on s'accroche parce qu'on a très envie, on pense que ça serait hyper fort comme symbole en fait d'avoir 2 grosses éoliennes à cet endroit-là pour sensibiliser
les habitants de la ville de Nantes à ces enjeux-là. Puis ça répond un petit peu à une critique qu'on entend souvent à la campagne de vous êtes gentils avec vos éoliennes pour alimenter vos villes, quoi. Donc l'idée c'est un peu de dire regardez, nous on fait aussi notre part là où on peut. Faut certainement couvrir les toitures de la ville de Nantes de panneaux solaires, mais des éoliennes modernes, ça fait beaucoup d'électricité, donc ça reste quand même très très intéressant à faire. Enfin, voilà, on parlerait, ce qu'on envisage de faire, ça ferait peut-être 3% des besoins électriques de la métropole, 1% toute énergie confondue, donc ça peut paraître pas beaucoup, mais si c'est beaucoup en fait, ça aurait un vrai impact, quoi. On parle de combien de mégawatts en tout? On ferait 2 fois 3,5, donc 7 mégawatts au total, quoi. Des très grandes machines, un peu hautes que la Tour Bretagne, très largement. Ouais. Donc il y a des gros... Tu savais là, plus haut que la Tour Bretagne? Comment? Je me rends pas compte, mais ouais, plus haut que la Tour Bretagne, c'était pas une blague. Ouais, Sur Bretagne, ah bah ouais, 144 mètres. Ouais, c'est ça, la plus En fait, si c'est filmé, il faut pas le mettre sur internet parce que ça peut. Ah oui, c'est vrai. On n'a ça pas peut encore créer des communiqué. problèmes, ouais. Non, mais voilà, il y a des étapes. L'éolien est un peu plus. Non, bon, nous on pense que c'est une bonne idée. Après, il y a des vraies difficultés parce qu'en fait, c'est une zone qui est classée Natura 2000. Donc, ce qu'on n'avait pas forcément identifié au début. Pour moi, c'était la déchetterie, quoi. C'était une zone industrielle assez pourrave. Et en fait, elle est classée pour l'environnement. Voilà, elle a été classée un peu pour bloquer le développement sur cet endroit-là. Et on est en pleine. Là, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on regarde, on fait avec nos petits moyens un inventaire faune flore pour regarder vraiment est-ce qu'il y a des enjeux pour la faune, pour la flore, si on mettait des éoliennes à cet endroit-là. Donc c'est là où on est, et il y a d'autres enjeux. Et vous envoyez un mail à nanteol@tentimel.com si vous voulez rejoindre l'association. Voilà. Merci beaucoup. EOL. Ouais, Nanteol, N-A-N-T-E-O-L, et après @ntimel, N-T-Y-M-A-L. Donc voilà pour un exemple concret sur Nantes. Merci beaucoup Ryan d'être venu. Je reparlerai peut-être de Coat du coup tout à l'heure pour pas trop dépasser, mais des centrales aussi photovoltaïques, ça rentre dans le même. Non mais il m'a dit 10 minutes, je peux pas. Non mais en fait en solaire, du coup l'éolien c'est très long, juste pour comparer un peu le pourquoi nous on est toute énergie, de toute façon il n'y a que comme ça qu'on arrivera à un mix et à arriver à des pourcentages un peu importants sur les territoires. Mais l'éolien quand même, il y a des fous comme Aurélien qui se lancent là-dedans, mais on l'a prévenu, c'est pour 5 ou 10 ans, enfin de réussir à faire sortir un projet éolien, c'est pas évident. Les projets photovoltaïques, ça peut motiver d'autres citoyens, c'est plus rapide, on peut le mettre sur nos toits, on peut partager les toitures. On avait du mal à sortir des petits projets, parce qu'en France, les tarifs d'achat d'électricité sont pas très avantageux en ce moment. Et on n'arrivait pas à sortir des projets collectifs petits. Et donc, c'est créé l'an dernier une coopérative qui s'appelle Coat, au niveau Pays de la Loire, pour justement rassembler tous les petits collectifs sous une même société citoyenne. Comme ça, ils économisent les coûts de structuration juridique, d'avocats, de comptables, tous ces petits coûts-là qui finalement, pour une petite société citoyenne, peuvent plomber les résultats sur du photovoltaïque. Donc l'idée c'est, si vous avez soit vous avez de l'argent, soit vous avez un toit à prêter, vous faites une petite communauté dans votre quartier et vous rejoignez cette société régionale qui mutualise certains services techniques ou juridiques. Donc ça, c'est parti aussi d'envie de Nantais. Maintenant, c'est un exemple, même en national, pour dire, voilà, il faut mutualiser, il faut faire ensemble, en plein de petits projets, créer un gros projet, quoi. Donc c'est des plus petites, c'est des valeurs des kilowatts produits beaucoup plus petits que l'éolien, mais on se dit que si on arrive à en faire 1000 petits, ça fera quand même, ça pèsera dans le mix énergétique. Et entre autres, c'est Coat qui a une partie du mine, alors le nouveau marché d'intérêt national à Nantes, là. C'est beaucoup dans les journaux de Nantes Métropole pour ceux qui habitent là. Il y a une super photo dans le dernier Nantes Passion de décembre. C'est les citoyens qui se rapproprient aussi une partie de la toiture du mine. Donc là, c'est quand même 250 kW, je crois. Ça commence un peu à peser. Ils ont racheté une partie de la toiture pour mettre des panneaux. Voilà, en bref, je répondrai aux questions. En bref, c'est quoi comme forme légale? Ils ont utilisé la SCIC ou ils ont été sur autre chose?
pour, Alors c'est une SAS, correct, ouais. Pardon. C'est juridique, ouais. On a dit qu'on parlait. Pardon, désolé. Satisfait. On a tous des passions différentes. Moi, le légal, ça me fait kiffer. Alors, hein. Désolée, c'était la partie fun, puis je redonne la parole à Stan. On met l'ambiance, on monte, on descend. Alors, les skis. Merci pour votre soutien, merci. Donc les skis. Et